On approche de la fin de ce premier semestre 2026 et à côté, des ventes aux enchères ont battu de très nombreux records. Plus d'1 milliard de ventes chez Christie. C'était en une seule soirée le 18 mai dernier. Plus de 900 millions chez Sotheby's. Également pour les ventes de mai, printemps, moderne et contemporain. Pour mettre ces chiffres en perspective, je suis ravie d'accueillir en plateau Arnaud Dubois. Bonjour. Bonjour Sybille, merci beaucoup de ton invitation. Vous êtes cofondateur de la plateforme d'investissement dans l'art Matisse. Bon, alors, il y a eu toujours plein de chiffres autour du marché de l'art, etc. Ce qu'on a vu, particulièrement pour l'année 2025, c'était peut-être un premier semestre un peu plus terne, un deuxième semestre qui était beaucoup plus dynamique. Là, pour vous, avec ces ventes qui viennent de se passer, vous les interprétez, vous les mettez dans la continuité de ce deuxième semestre 2025 ? Oui, alors le marché de l'art, je crois qu'il faut le prendre avec des pincettes. Lorsqu'on parle du marché de l'art, on a souvent tendance à parler du marché de l'art comme un tout uniforme. Or, on a affaire à un marché qui est extrêmement segmenté. J'aime bien dire et redire que le marché de l'art est beaucoup plus démocratique qu'on a l'habitude de le penser. Oui. Là, effectivement, il y a 2,5 milliards d'œuvres d'art qui ont été vendues sur 1621 lots. Pour ceux qui se sont amusés à faire le calcul, ça fait un prix transactionnel moyen de 1,5 million de dollars par tableau, des chiffres qui sont époustouflants, mirobolants, mais ce n'est pas la réalité du marché de l'art où 94% des œuvres s'échangent à moins de 50 000 dollars, 78% des œuvres s'échangent à moins de 1 000 dollars. Toutefois, effectivement, ce marché, j'allais dire, plus bas en valeur, qui a un volume extrêmement élevé, ne représente qu'un peu moins de 15% du marché de l'art global. Globalement, si on regarde le marché de l'art et son évolution, eh bien, on est capable d'isoler, j'allais dire, trois marchés. Un marché... Mais on parle des marchés de l'art, en fait. Exactement. On va parler d'un marché qui est plutôt un marché primaire, le marché des galeries. On entend des galeries qui peuvent fermer, qui sont en difficulté financière, des galeries de premier marché, d'accord ? Des artistes qui vont travailler directement avec des galeristes, eux, sont globalement en souffrance, ce qui pose un énorme problème pour le renouvellement de la production artistique, d'accord ? Picasso, avant d'être l'artiste qui vend des tableaux à 250 millions de dollars, c'est d'abord l'artiste qui a fait les Demoiselles d'Avignon, dont personne ne voulait dans son atelier. Bien sûr, donc il faut passer par cette étape pour pouvoir alimenter le marché de 2050. Exactement. Et aujourd'hui, après les années, 90-2000, on ne voit pas les grands artistes vendre leurs tableaux à 20, 30, 40 millions de dollars, ce qui peut poser un problème pour le renouvellement de la production. Donc on a ce marché-là qui est en souffrance, on a un marché qui est plus atone, qui sont des artistes en mi-carrière, entre 50 000 et 200 000 euros, qui sont déjà beaucoup d'argent, mais où les vendeurs rechignent un petit peu à vendre et les acheteurs sont plutôt craintifs. Par contre, on assiste à un marché qui lui est extrêmement soutenu, qui est le marché des valeurs haut de gamme, des artistes blue chip, où là, on voit soit des œuvres se valoriser, soit des marchés se consolider en règle générale, à quelques exceptions près. Attention, même quand on parle de Warhol, il faudra identifier de quelle période est-ce qu'on parle. Pareil pour Picasso, il y a des périodes qui sont extrêmement valorisées, d'autres moins. Pareil chez Picasso, toutefois, lorsqu'on regarde ces chiffres, en les mélangeant tous, on voit une augmentation de quasiment 100% entre les produits de vente de l'année dernière à la même époque et aujourd'hui, ce qui est absolument considérable. Donc, est-ce qu'on peut parler de retour d'une bonne santé ou... Alors, qu'est-ce que vous interprétez du coup de ces deux œuvres, notamment ces deux œuvres, une œuvre de Brancusi, une œuvre de Pollock, qui ont dépassé les 100 millions? C'est quand même assez rare chaque année. Pas tant que ça en réalité. C'est qu'on a toujours. Même sur. Alors ça se compte sur les doigts d'une main, mais c'est pas si rare. Les précédents tableaux qui se vendent 230 millions de dollars, c'était il y a pas si longtemps, et c'était un tableau de Klimt chez Sotheby's. Donc c'est pour vous dire que période de crise ou pas, quand on a un beau tableau, on se retrouve le propriétaire dans une situation de monopole, et là il y a une pression qui se joue entre enchérisseurs, à savoir qui va récupérer le gros lot, et là combien est-ce que ça vaut? Est-ce que ça aurait pu faire 250, 280 ou 190? C'est possible. Moi je suis très peu c'est pas mes clients, c'est pas les gens que j'ai la chance de côtoyer. Par contre, ce que j'observe, c'est qu'il y a une demande pour ce type d'actifs. Lorsque l'argent coûte cher, lorsqu'il est difficile et qu'on n'a pas envie de prendre de risques, on a plutôt tendance à se diriger vers un marché qui est plus confortable, moins risqué, plus soutenu. Et effectivement, pour beaucoup de gens, c'est plus facile dans ce sens d'acheter une œuvre de Calder que d'acheter les œuvres d'un artiste qui est un peu moins institutionnalisé, on va dire, par le marché. Deux choses. D'abord, je rappelle qu'il est fondamental de passer par cette institutionnalisation de la valeur à travers les musées et le système marchand
parce que artiste pas cher aujourd'hui vaudra peut-être cher demain, d'accord. Artiste peu connu sera reconnu demain, et reconnu, donc ça c'est important. Mais l'autre chose, c'est quand même un gage de bonne santé, de dynamisme du marché. Ces dernières années, les ventes aux enchères ont eu tendance à fabriquer le marché, avec des résultats qui étaient un petit peu plus moyens, des œuvres de grande qualité qui étaient peu présentées aux enchères, donc les collectionneurs étaient plus attentifs. Désormais, on a un très bon signal pour le marché, et ça se ressent pendant la vente de New York. Il y a eu une très importante foire qui s'est tenue, qui s'appelle la TEFAF, donc qui est le pendant TEFAF de la New York, TEFAF, exactement. Et donc TEFAF Maastricht et TEFAF New York. Et globalement, le marché de l'art, c'est que du positif. C'est parce que ça va se reporter, j'allais dire, les bons résultats de vente aux enchères vont se reporter sur les marchands. Donc si les marchands ont rencontré assez peu de ventes pendant la foire, tout le monde était les yeux rivés sur les ventes aux enchères. Évidemment, effectivement, les bons résultats des ventes aux enchères ont rappelé des ventes par la suite, donc les marchands s'en sortent bien après coup, mais in fine, pas si mal. Un peu plus de temps, en tout cas c'est ce que les galeristes me disent, c'est que les gens prennent un peu plus de temps pour faire leur choix, etc., pour décider. Ça, c'est ce que vous remarquez aussi? C'est ce qu'on remarque aussi. Après, encore une fois, ça dépend des marchés, c'est-à-dire que lorsque vous avez une œuvre d'un artiste, une œuvre de Picasso, un papier de Dora Maar des années 40, si vous voulez, vous êtes dans une situation où il y a plus de collectionneurs potentiels de papier de Dora Maar des années 40 de Picasso plutôt que de papier de Picasso disponible sur le marché. Dans ce cas-là, eh bien, on a un rapport de force qui s'inverse avec un marché qui a pour le coup, a plutôt tendance, surtout quand les autres marchés sont plus fluctuants, a plutôt tendance à porter le marché vers le haut. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Oui, parce qu'en fait, dans ces situations-là, ce qu'il faut regarder en premier, c'est moins le comportement de ces grands collectionneurs et qui vont faire des prix forcément très élevés que la capacité de ces grands collectionneurs à mettre en vente leur tableau ou de proposer ces œuvres-là parce qu'ils vont être en confiance en fait, avec le marché. C'est très juste. Il y a quelque chose de très étonnant dans ce marché, c'est que le produit de vente annuel, et c'est très curieux, on voit une augmentation de 30% en 5 ans de la valeur détenue chez les collectionneurs dans le monde. En 2021, il y avait 2150 milliards d'œuvres d'art détenues chez les particuliers dans le monde, de dollars. En 2026-2027, on anticipe quasiment 2800 milliards. Comment est-ce qu'on a fait plus 30%? Eh bien, c'est sur la concentration d'actifs, d'œuvres qui, en fait, valaient très cher avant, vaut plus cher demain. Lorsqu'on regarde le chiffre d'affaires global, eh bien, c'est le même. Et c'est ça qui est très curieux dans ce marché. C'est que depuis quasiment 30 ans, on a un chiffre d'affaires entre 55 et 65 milliards de dollars de transactions. Comment expliquer qu'on a une augmentation considérable de la valeur des œuvres d'art détenues chez les particuliers dans le monde, avec un chiffre d'affaires transactionnel moyen qui est exactement le même? Eh bien, on l'explique par une concentration de la valeur des œuvres importantes qui continuent à se valoriser. En ce sens, il faut surtout pas renier la valeur, j'allais dire, l'art de demain. Il est fondamental de s'y intéresser, d'abord pour des raisons artistiques et intellectuelles, tout simplement de satisfaction, tout simplement, mais aussi parce que, en plus du fait que ça participe à cet écosystème, si demain plus personne ne s'intéresse à ces jeunes artistes, alors le marché de demain sera atone et voire pourra disparaître. Lorsqu'on regarde, aujourd'hui on parle beaucoup de changement de main, de ces grandes collections qui en fait se vendent. La question c'est qui les achète. Je me permets de donner un exemple très concret. Il y a dans ces ventes aux enchères, il y a eu par exemple un somptueux tableau de Warhol des années 60, une peinture au numéro de 1962. C'est un tableau qui s'est vendu à peu près 25 millions de dollars. Alors le montant est conséquent, mais c'est des tableaux qui en valaient le double il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que dans ces ventes-là, il y a aussi eu des éléments qui ont pu être déceptifs ou des grandes surprises l'Elvis, le Silver Elvis qui s'est vendu chez Christie's, qui était un tableau absolument somptueux des années 60, a été acheté beaucoup plus cher que ça il n'y a pas si longtemps. Le grand tableau, cette peinture au numéro d'Andy Warhol est un tableau qui s'est vendu beaucoup plus cher que ça il y a quelques années aussi. Donc ça, on l'explique comment? C'est la rotation des goûts, des couleurs, etc. Le marché de l'art, alors c'est exactement ça.
Le marché de l'art, c'est un marché qui atteint une certaine maturité, qui peut mettre entre 80 et 150 ans. Mais après ça, on a une stabilité du marché, voire un marché qui peut un petit peu décroître. Donc, investir au marché de l'art, c'est intéressant de le faire, sur le marché de l'art, c'est intéressant de le faire sur des durées qui sont humaines à 1, 2, 3 générations. Investir sur 10 générations, c'est pas nécessairement rentable. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on le fait pas pour ça, mais ce qui est intéressant, et lorsqu'on superpose ces deux prix de Warhol, de ce qui a fait la renommée de Warhol. Warhol ouvre la Factory en 64 à New York. Enfin, on a affaire aux pièces les plus séminales d'Andy Warhol. C'est des pièces absolument significatives de l'artiste. Extrêmement importantes, qui ont fait toutes les expositions de musées, toutes les rétrospectives de Warhol dans le monde. Non, le tableau qui fait 25 millions, qui se vend le même montant, c'est le tableau de Brigitte Bardot. Un grand tableau vert avec ses lèvres rouges. Alors la collection de Saks est absolument somptueuse. Il est évident qu'il y a un couple qui est glamour, mais il y a quelques années, on n'aurait pas payé le quart du prix de ce tableau. Donc il y a une avancée des collectionneurs qui ont envie de vivre aussi avec les œuvres de leur temps. Oui, parce que là, c'était pas si longtemps, Warhol, c'est pas non plus... Non, mais le tableau de Bardot, c'est un tableau des années 80, là où les pièces qu'on évoquait précédemment sont des pièces des années 60. Donc on va avoir soit un tableau soit le marché des années 60 qui va se stabiliser ou qui va à peu près, on va dire stagner ou peu évoluer, et on va avoir une augmentation future de la valeur du prix des années 80. Oui. Et ça, on l'a chez Picasso. On l'a également chez Picasso, où les tableaux des années 60 ont connu ces dernières années une croissance absolument phénoménale, là où des œuvres plus cubistes, synthétiques, 1912, plus rigoureuses, certes peuvent se vendre très cher, mais le nombre de collectionneurs se raréfie. Et on va atteindre une certaine stabilité à ce niveau-là. Merci beaucoup Arnaud Dubois de nous avoir donné votre analyse de ce premier semestre 2026. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché. Merci.